Pour expliquer le titre du livre, il faut reprendre la citation de la femme du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt, qui a dit « Il n'y a pas de démocratie sans égalité ». Et le thème est effectivement que vous sentez tous, de manière plus ou moins intuitive, un système qui crée des inégalités. La question est de savoir à cause de quoi et comment. Je m'inscris en humaniste, je ne m'inscris pas en populiste, je ne m'inscris pas non plus en défenseur du système. Mais je ne cherche pas à détruire le système. Je crois que le système est amendable, il peut être réformé, mais il faut d'abord accepter les responsabilités des différents acteurs et des différentes évolutions. Nous avons vécu certainement, en tout cas dans mon esprit, l'expérience la plus claire de la déconnexion entre le marché financier et la population et les marchés pendant la pandémie. Difficultés, chômage, récession économique, et la bourse reprend. Après avoir fait une petite correction de 30-35%, et maintenant, elle est très au-dessus de 2019. Bref, la bourse a monté de 130% depuis mars dernier. Ce n'est pas arrivé par hasard. Et c'est arrivé parce qu'il y a une tendance qui existe déjà depuis longtemps et une fragilité qui existait avant même la pandémie et qui est d'essayer de résoudre les problèmes économiques en utilisant les capitaux qui sont disponibles dans les banques centrales, mais aussi en utilisant l'emprunt. Seulement voilà, nous sommes dans un monde où le secteur public est profondément surendetté. Il est profondément surendetté, mais pas parce qu'il fait des investissements. Il y a deux tendances auxquelles je voudrais faire allusion quand on parle du budget. La première, elle est très américaine. C'est le budget de la défense, 750 milliards par an, autant que les 10 pays suivants, donc ne croyons quand même pas que les Chinois dépensent beaucoup plus que 200 milliards. Mais surtout, il y a un manque de recettes. Et si vous regardez la situation, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez que le taux d'impôt des sociétés a baissé de 75% depuis quelques années, en raison notamment de la mondialisation. Et ce que vous découvrez aussi, c'est que dès lors, la part qui vient aux entreprises dans le budget de l'État est moins de 10%. Ce qui veut donc dire que nous sommes dans une situation où c'est vous et moi qui payons la différence. Et nous la payons de deux manières. La première, vous le savez bien, c'est sur le travail. La deuxième, c'est sur la consommation. Et le résultat, c'est que à l'OCDE, pour les pays de l'OCDE, avec moins de 10% de contribution des entreprises, on ne va pas tenir. Première inégalité. Bonne nouvelle, l'effort qui est enfin fait, pour la première fois, les États se réunissent en disant on a un problème avec les entreprises, on va essayer de résoudre ce problème. Je ne dis pas que les annonces sont extrêmement fracassantes, mais le processus lui-même aurait été impensable il y a un an. Et il faut le reconnaître, c'est Joe Biden qui l'a lancé. Tout ça n'aurait pas été possible si les banques centrales n'avaient pas suivi une politique dans laquelle elles ont trouvé normal d'acquérir de manière substantielle les actifs émis par les gouvernements. Alors je vais quand même vous donner 2-3 chiffres. L'ensemble des mesures gouvernementales pendant la pandémie, en 18 mois, c'est 16 000 milliards, je vais utiliser le terme trillion, 16 trillions. Dans cet ensemble, 9 vient des banques centrales. Aujourd'hui, les étrangers ne représentent plus que 25% de la dette américaine, venant de 35%, et la différence est faite par les banques centrales. Donc nous sommes dans une situation où les banques centrales sont presque condamnées à mettre des capitaux. Seulement, deuxième inégalité, la politique qui a été suivie par les banques centrales est une politique qui, au niveau des taux d'intérêt,
est tellement favorable pour les emprunteurs, qui sont les États et les banques, que le retraité, l'épargnant, la compagnie d'assurance vie, le fonds de pension n'ont plus grand monde. Deuxième inégalité, sur laquelle il est important que les banques centrales acceptent la responsabilité. Les seuls papiers que j'ai vus sur les sites de banques centrales sur le sujet, ce sont des papiers qui expliquent que ce n'est pas une expropriation. Ce qui veut donc dire qu'on n'en est quand même pas très loin. Ces deux éléments-là ont pour conséquence de nous mettre dans une situation où, fondamentalement, les banques centrales cherchent d'abord et avant tout à équilibrer les marchés. Et donc, ce n'est pas leur rôle. Les banques centrales ont un rôle bien précis dans la politique monétaire, mais elles sont devenues un élément de la politique budgétaire. Le troisième volet des inégalités vient des entreprises. Il vient des entreprises de deux ou trois manières, je ne vais pas faire trop de détails, mais vous le savez comme moi, on ne touche pas aux dividendes. La baisse des dividendes en 2020 a été de 5%. J'ai essayé de suggérer que les dividendes soient payés en actions plutôt qu'en cash, ce qui maintenait les fonds propres, etc. Inutile de dire que c'est vox clamantis in deserto. On a continué à racheter les actions. Les entreprises rachètent leurs propres actions. Je suis convaincu qu'il y a quelques cas dans lesquels c'est parce qu'elles ont trop de fonds propres. Seulement, l'effet numéro 1 de racheter des actions, c'est de faire monter le cours de bourse. Et il fallait boucler la boucle. Et pour la boucler, on a décidé désormais qu'une bonne partie de l'enrichissement des dirigeants des entreprises se ferait sur le cours de bourse. L'indice Standard & Poor's est corrélé aux actifs des banques centrales, au rachat des obligations, au rachat des actions. Mais le troisième, qui est très clair, c'est qu'il n'est pas corrélé à la performance des entreprises. Je vais vous donner un chiffre. Depuis 10 ans, il y a eu une baisse en moyenne de la croissance des résultats des entreprises. Le marché, lui, a monté de 400%. Donc nous sommes devant un diagnostic face auquel nous nous rendons compte que la grande idéologie de Milton Friedman et de l'école de Chicago en 1970, qui est la valeur de l'actionnaire, est encore dominante. L'Europe l'applique avec un peu plus de subtilité et dans des proportions moindres. Mais fondamentalement, il est extrêmement difficile, même à un dirigeant européen, de passer le dividende. Il n'aura pas nécessairement un énorme problème s'il met à pied 5000 personnes. Au contraire, le coût de bourse a monté. Toute cette mécanique-là, et plus les ventes à découvert, certaines utilisations des produits dérivés, font que nous avons vu s'accroître la liquidité, non pas en fonction des résultats et de ce que produisaient les entreprises, mais de manière artificielle. Et cette liquidité, elle représente, pour les banques centrales et pour les gouvernements, une dette. J'ajoute que même si la dette ne se rembourse pas, il faut quand même payer des intérêts sur la dette, que pour le moment c'est très bas, qu'il est relativement peu probable que ça va rester au niveau où c'est, et à un moment donné, si on arrive à ce que 25-30% du budget de l'État soit le paiement des intérêts sur la dette, j'ai comme l'impression que ceux qui paieront des impôts à ce moment-là, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants, auront des choses à nous dire. Et nous aurons des choses à expliquer. Parce que nous hypothéquons l'avenir. Nous hypothéquons l'avenir parce que nous sommes sur le court terme et que nous ne voyons pas les problèmes à long terme. Alors après ça, le sac de cendres, terminé, tout est moche. Non. Les banques centrales commencent à se poser des questions. Les gouvernements commencent à se poser des questions. Mais le phénomène qui, moi, continue à être le plus exceptionnel,
vient de là où on ne l'attendait pas. Et c'est un phénomène positif. C'est la manière dont la jeune génération a décidé que le problème du climat, parce que c'est eux qui vont vivre dans le pays dans 60 ans, était un problème prioritaire et n'était plus prêt à nous laisser raconter des fadaises, même si, comme l'a dit Greta Thunberg à Milan, les déclarations des gouvernements qui n'ont évidemment pas fait le COP21, tout en l'ayant signé, parlent de blablabla. Nous avons une transition énergétique extraordinaire que nous allons devoir gérer. Nous avons donc à trouver des sources alternatives d'énergie. Ça va représenter des capitaux importants. Mais je suis plus optimiste à ce niveau-là pour deux raisons. La première, c'est parce que aujourd'hui, le flux de capitaux qui va se jeter, qui va investir dans des fonds qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance, a atteint 7 trillions, dont la moitié est aux États-Unis, la moitié est en Europe. N'oubliez pas que c'est un effet double, parce que pour que ces fonds investissent, il faut que les entreprises dans lesquelles ils investissent soient eux aussi ESG. Et vous sentez bien que c'est là que l'action se passe. Et donc n'écoutez pas trop ce que disent les politiques, n'écoutez pas trop ce que disent les banques centrales sur le problème du climat. La réalité, c'est ArcelorMittal qui annonce 10 milliards pour transférer sa technologie des hauts fourneaux à la technologie électrique. Ce sont les entreprises de voitures, automobiles, pardon, qui annoncent qu'elles vont investir des dizaines de milliards de dollars pour arriver à un système de véhicules électriques. Je peux continuer, il y en a dans le domaine, dans tous les domaines. Et comprenons-nous bien, ce ne sera possible que si les marchés de capitaux fonctionnent. Donc, utiliser le bazooka pour essayer de dire les marchés doivent disparaître, on doit trouver d'autres solutions, est complètement illusoire. La transition énergétique va mobiliser, je ne blague pas, des centaines de milliards de dollars dans les prochaines années, et il faudra trouver les investisseurs. Mais ceux qui le feront trouveront les investisseurs. Je ne suis pas inquiet, personnellement, qu'on ne parvienne pas à financer la transition énergétique. Le problème, c'est que nous n'avons pas de structure. Nous n'avons pas de structure de référence. Nous n'avons pas de structure de référence, ça veut dire que pour le moment, chaque État peut dire moi, c'est 2 degrés, 1 degré 3/4, etc. L'Europe n'est pas encore arrivée. Elle va à la COP26 sans avoir un accord sur je ne parle pas, un programme, une structure de référence qui s'appliquera aux pays de l'Union européenne. Mais le mouvement est en route. Il est en route au niveau des entreprises. Alors ne nous laissons pas prendre aux alouettes du style je vais offrir des ordinateurs à des plus jeunes et des choses comme ça. Ça c'est très bien, c'est la charité, les fondations font des choses extrêmement utiles. Mais je voudrais être très clair, nous ne résoudrons les problèmes que nous devons résoudre, que ce soit ceux des retraites, que ce soit ceux des soins de santé ou que ce soit ceux du climat, que si nous investissons dans des projets profitables. Nous ne parviendrons pas à résoudre ces problèmes uniquement par des fondations et par la charité. Et donc, dans une structure comme celle-là, ce qui me paraît le plus important maintenant, c'est d'abord et avant tout d'interpeller les gouvernements en leur disant le déni n'est plus acceptable. Parce que si vous écoutez les gouverneurs de banque centrale, ils parlent de beaucoup de sujets extrêmement intéressants, mais surtout pas du risque que fait courir leur politique monétaire. Les gouvernements vont vous dire ce n'est pas un problème d'emprunter puisque je paye 0%. Ça, c'est typiquement la vue du marché à court terme. Et si nous devenons tous des short-termistes, et si nous sommes tous braqués sur le court terme, nous n'y arriverons pas. Parce que, précisément, des problèmes comme les retraites, où il va y avoir de plus en plus de retraités, de moins en moins de gens qui travaillent, le problème du climat, le problème de la santé, ce sont des problèmes à long terme. Et le climat, on en a pour 50 ans. Donc tout qui croit qu'on va avoir résolu les problèmes dans les 2-3 ans, c'est l'heure.
Mais on est parti, et le train est parti. Et donc, par rapport à tout cela, il y a une chance pour l'Europe. Pourquoi? Parce que, quelque part, ce qui vient de se passer, c'est la démonstration de des conséquences extrêmes du modèle du capitalisme américain. On peut être idéologue sur le sujet. Moi, je me contente simplement de voir ce qui s'est passé et de voir où on en est. Et par rapport à ça, cette démonstration est faite. Comme en plus les États-Unis s'intéressent un peu moins à nous, l'Europe a la possibilité d'émerger progressivement, si elle parvient à se mettre d'accord, ce qui est un grand si, émerger un autre modèle de capitalisme, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus social, qui tient beaucoup plus compte d'un certain nombre d'autres dimensions. Et que l'on n'utilise plus la planche à billets uniquement pour soutenir les marchés financiers, mais pour que cet argent soit productif. Et c'est à ça que nous sommes tous appelés. Mais, et je terminerai là-dessus, à la base de tout ça, il y a une quête d'éthique. Il y a une quête de référence à un certain nombre de valeurs. Et c'est pour ça que je me suis permis de terminer mon livre par une citation sur les marchés financiers du pape François dans Fratelli Tutti. Pas comme catholique, mais simplement parce que nous avons énormément besoin d'écouter les autorités morales là où elles existent, parce qu'il y en a encore. Et donc, mon message n'est absolument pas un message défaitiste. Je mesure le risque. Je vois la manière dont on peut prendre des mesures qui ne vont pas tout abîmer, mais je sens que cette voie moyenne est extraordinairement difficile, et quand vous suivez ce qui se passe dans le monde politique, pas très loin de chez nous, vous comprendrez exactement à quoi je fais allusion. Je vous remercie, et j'attends avec grand plaisir les questions de Pierre-Henri.